Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous professeur Céline Bendadis. Donc, en fait, professeur Bendadis, c'est natif de France, où, en fait, il a fait sa médecine générale. Puis ensuite, il est parti aux États-Unis et il a obtenu son diplôme de neurologie de spécialité, donc à Cleveland, en Iowa. Il est actuellement professeur en neurologie à l'Université de Floride du Sud. Il est également directeur de l'Université de Floride du Sud dans le programme de lutte contre l'épilepsie. Donc, c'est un centre qui s'occupe de plus de 50 chirurgies par an. Il s'intéresse donc au diagnostic et à la prise en charge des patients épileptiques et en particulier aussi aux erreurs diagnostiques qui peuvent être faites. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de l'accueillir avec nous et il va nous parler des erreurs d'interprétation de l'EEG. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez bien mes diapos et que vous m'entendez bien. Le son marche bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai l'habitude de parler de ce sujet très souvent, mais pas en français. Et même si le français est ma première langue, comme vous venez de l'entendre, quelquefois je balbutie un peu en termes techniques. Alors il faudra m'en excuser. Voici ce que je vais présenter. Donc, le problème principal, c'est le problème de la mauvaise interprétation des EEG de routine qui comme résultat, ont un mauvais diagnostic ou un diagnostic erroné d'épilepsie. Et ça, c'est vraiment un problème très fréquent dans les centres d'épilepsie ici aux États-Unis et j'imagine partout ailleurs dans le monde. Alors, c'est principalement de ça dont je vais parler. Si on a un peu plus de temps, et je ferai attention à ne pas dépasser, on pourra peut-être aborder le sujet des décharges périodiques et de l'EEG en urgence, qui sont des sujets un peu séparés. Donc, si on a le temps, sinon, il faudra planifier une autre séance pour parler de ces autres sujets d'intérêt. Mais le sujet primordial aujourd'hui, c'est un cas comme ceci, dans un centre d'épilepsie où on voit des patients qui viennent pour une possibilité de crise épileptique, un épisode de perte de connaissance. Dans ce cas particulier, il s'agit d'une dame avec un épisode unique où, comme vous pouvez le voir, elle était debout en train de faire la vaisselle, vertige, elle ne se sent pas bien et elle tombe. Malheureusement, on fait un EEG parce qu'il faut toujours faire des EEG ici, il faut toujours faire des tests, ils adorent ça. Et il y a des tracés un peu pointus, à morphologie un peu pointue, qui sont mal interprétés, surinterprétés comme des pointes ondes ou des décharges épileptiques. Au passage, je vous signalerai que la convention, si je comprends bien, en Europe, c'est que c'est la droite avant la gauche. Aux États-Unis, c'est la gauche au-dessus de la droite. Donc, par convention, on commence en général par les dérivations gauche suivies de la droite. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une onde ici, un peu suspecte dans la région temporale droite, qui est absolument normale. Mais c'est le genre d'anomalie, enfin pas d'anomalie en fait, c'est le genre de variations de normales qui sont constamment surinterprétées comme des pointes ondes ou des décharges épileptiques. Voici le rapport de l'EEG en question. Presence of intermittent spike and slow wave discharging at the right temporal region, c'est ce que je viens de vous montrer. Il ne s'agit pas du tout d'une décharge épileptique. Et ça, c'est vraiment très commun. Voici un autre exemple d'un adolescent de 14 ans, une perte de connaissance qui, selon l'histoire, il s'agit vraiment d'un épisode de syncope, mais malheureusement, quelqu'un se sent obligé de faire un EEG qui montre phase reversal ou un renversement de phase, je crois qu'on dit en français, et qui est encore une fois mal interprété comme épileptique. Voilà de quoi il s'agit ici, les F7 phase reversal. Et bien sûr, cette décharge n'a rien d'épileptique en apparence et ne devrait pas conduire à un diagnostic d'épilepsie. Voici un troisième exemple avec une jeune femme. Et alors là, le rapport allait même jusqu'à dire clear right temporal seizures. Et alors, quand on a vu la malade en clinique, ça nous paraissait un peu suspect. On la met dans l'unité de monitoring et on a, enregistré des crises clairement psychogènes. Et voici son EEG avec
la crise épileptique temporale droite clear, comme ils avaient dit. Je vous dis la première page, deuxième page, troisième page, et vous voyez cette décharge dont il devient clair que c'est un artefact ici. C'est une mauvaise électrode, pas plus ni moins. Ça se voit carrément ici. Effectivement, au début, on aurait pu être piégé ici. Ça évolue en fréquence, en morphologie un petit peu, mais c'est un seul contact. Et puis là, ça devient carrément évident qu'il s'agit d'une mauvaise électrode. Donc, et on avait écrit ça dans un article en français avec mon collègue Pierre Thomas de l'Université de Nice, l'EEG peut être mauvais pour la santé. C'est une des raisons principales d'un mauvais diagnostic d'épilepsie. Je cite souvent cet article de David Chadwick en Angleterre, qui est de 1990, donc c'est vieux. Ce n'est pas un nouveau problème, ça, mais ça continue d'être un problème pour les raisons que je vais expliquer. Alors, l'EEG peut être mauvais pour la santé ou nuisible parce qu'il cause des mauvais diagnostics d'épilepsie, et de mettre un diagnostic d'épilepsie sur le dos de quelqu'un qui n'en a pas, évidemment, ça peut affecter la vie de manière grave, y compris la non-possibilité de conduire une voiture et donc de perdre toute son indépendance. Et donc, la règle en général, c'est d'essayer d'interpréter les EEG de manière conservatrice, si on peut dire, et dans le doute que ça soit normal. Alors, il y a plusieurs séries chez les enfants, chez les adultes, qui parlent la mauvaise perception. On a tellement peur, les neurologues ont tellement peur de rater une décharge épileptique qu'ils over-interprètent, ils surinterprètent un peu tout. Et l'EEG is abused, of course. Ici, tout le monde aime bien faire des tests supplémentaires, et l'EEG n'est qu'un seul exemple. Là, il y a des exemples dans les journaux, dans la presse, de quelques cas soi-disant scandaliseux où le docteur faisait des mauvais diagnostics d'épilepsie. Mais en fait, c'est très commun. Dans tous les centres d'épilepsie, on voit environ 30% de malades qui viennent avec un diagnostic d'épilepsie qui n'ont pas d'épilepsie. Ça, c'est encore un exemple dans la presse. Ça date de 2010. Encore une fois, d'un exemple que le neuropédiatre faisait des mauvais diagnostics d'épilepsie. Moi, je ne pense pas que ça soit fait de façon préméditée ou intentionnelle, mais simplement une mauvaise lecture des EEG. Donc, comme on le sait, environ un tiers des malades qui viennent dans un centre d'épilepsie et qui vont dans une surveillance EEG vidéo avec un diagnostic établi d'épilepsie n'ont pas d'épilepsie. Et dans une bonne proportion des cas, leur mauvais diagnostic est lié à une mauvaise interprétation d'un EEG de routine comme ceci. Ça, c'est notre série d'il y a quelques années où, encore une fois, ça confirme la statistique qui est valable pratiquement à tous les âges et dans tous les continents. Environ 30% de patients qui viennent dans une unité de monitoring EEG vidéo pour épilepsie n'ont pas d'épilepsie. Ça, c'est un exemple de 2006 dans une série chez les enfants, où, comme vous pouvez le voir, le pourcentage que je viens de nommer de 30% est à peu près là, 30% des enfants. Et la clé et l'importance de cet article, c'est que c'est 30% des enfants qui n'étaient pas référés avec un doute sur le diagnostic d'épilepsie. Ils étaient référés pour une option chirurgicale ou de traitement. Il n'y avait pas de doute sur le diagnostic, et malgré ça, 30% n'avaient pas d'épilepsie. Donc, c'est vraiment un pourcentage très solide et très constant, disons. Alors, en ce qui concerne l'EEG lui-même, comme tout le monde le sait, il y a les rythmes normaux d'éveil, alpha, mu, bêta, lambda, etc. Il y a des rythmes normaux de sommeil, tout le monde les connaît. Il y a le problème des artefacts. Je vous ai montré deux exemples, ou un exemple où c'était simplement un artefact qui était mal interprété comme une pointe onde ou décharge épileptique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les benign variants, c'est-à-dire des déviations de normales qui peuvent prêter à confusion sur des décharges épileptiques. Et le plus commun, comme je vais vous le montrer, ce sont les wicked spikes. Donc, en théorie, voici tout ce qui pourrait être mal interprété comme des décharges épileptiques. En pratique et en réalité, c'est pratiquement toujours la même chose qui est mal interprétée, et il s'agit des wicked spikes ou wicked rhythm. Au fait, je m'en excuse à l'avance que certaines des diapos ont été gardées en anglais. La plupart sont en français, mais ça, quelquefois, c'est qu'en anglais. Par ici, par exemple. Wicked spike, wicked rhythm, third rhythm. RMTD, ça veut dire Rhythmic Mid-Temporal of Drowsiness, Mid-Temporal Theta of Drowsiness. Et donc, ce sont des fluctuations du rythme de base qui, quelquefois, est un peu légèrement pointu et de morphologie un peu spiky, et ça se voit mal interprété.
Alors ça a été signalé par beaucoup d'EEG, d'électroencéphalographistes avant moi, y compris Warren Bloom, qui est un excellent spécialiste de l'EEG et qui les a décrits dans ces termes-là: alpha activity that extended the temporal region, combination of alpha and beta, incomplete alpha attenuation. Tout ça, ça se réfère à la même chose, c'est-à-dire que ce sont des fluctuations du rythme de base qui, quelquefois, en particulier quand le patient commence à s'endormir, eh bien, il y a des morphologies un peu pointues et ça prend l'aspect d'une décharge épileptique, mais ça n'en est rien du tout. Voici quelques autres exemples. Je les appelle nameless parce que dans beaucoup d'articles, ils n'ont pas de nom spécifique. Dans quelques fois, on les appelle les wicked spike, wicked rhythm, mais souvent, ce sont simplement des fluctuations. C'est d'ailleurs ce que disait Warren Bloom ici. A peculate temporal alpha-wave rhythm. Simplement, ce sont des fluctuations du rythme de base. Alors là, dans ces articles-là, qui ne sont pas nouveaux, comme vous pouvez voir les dates, EEG pattern in the temporal region, EEG of drowsiness, sharp transient in the sleep, très, très, très commun, 34% dans l'état d'éveil, 60% dans le stage 1 sleep, 30% des patients dans cette série-là. Enfin, c'est très, très commun. Je vais vous montrer quelques exemples. More example of nameless. Alors, il y en a qui appellent ça le third rhythm. And again, Bloom, lui, temporal alpha-like activity, je pense que c'est une bonne description. Et un très bon article assez récent, 2005, par Greg Krause de Johns Hopkins, avec les caractéristiques des wicked rhythms qui sont si souvent mal interprétés. Alors ça, c'est un de nos premiers articles, il y en a plusieurs depuis, qui se lamentent sur ce problème de mauvaise interprétation des EEG et des mauvais diagnostics d'épilepsie qui en résultent. Voici un exemple. Donc, cet exemple-là est de ce papier-là, et ce sont 4 exemples de la vie de tous les jours où ces décharges-là sont interprétées comme des pointes ondes ou ondes pointues, ou spikes, ou sharp wave, et qui donnent le mauvais, qui résulte dans un mauvais diagnostic d'épilepsie, alors que ces décharges-là ne sont absolument pas suspectes. Elles n'affectent pas le rythme de base, et je vais vous montrer plusieurs autres exemples. Ça, c'est un autre papier un peu plus récent qui est mieux parce qu'il a des images. Et encore une fois, dans cette série-là, qui a été publiée dans European Neurology, l'erreur d'interprétation la plus fréquente de loin, c'est toujours ces fluctuations des rythmes de base dans les régions temporales avec les noms wicked spikes, wicked rhythm, apiculate alpha, fluctuation, tous les noms que vous voyez dans la littérature qui se réfèrent à la même chose. Les articles que je montre là, si quelqu'un est intéressé de recevoir les full text, vous pouvez m'envoyer un email. C'est pour ça que je montre mon adresse email et je peux vous les faire parvenir. Ça, c'est un autre sur le même thème. Ils sont tous sur le même thème. Et celui-ci est en français, mais toujours sur le même thème de la mauvaise interprétation des EEG. Donc, ce qui se passe assez souvent et ce qui illustre les cas que je vous ai montrés, c'est que le patient vient avec des symptômes vagues ou non spécifiques, fatigue, vertige, troubles de vision, etc. Et ça ne suggère pas du tout une épilepsie ou des crises d'épilepsie, mais quand on combine ça avec un EEG qui est mal interprété, surinterprété, le résultat, c'est le mauvais diagnostic d'épilepsie. Un des mythes les plus fréquents ici, je pense que c'est la même chose dans les autres pays, mais ici c'est le phase reversal, j'ai déjà montré quelques exemples, ou le renversement de phase en français. Alors il est toujours bon de rappeler d'où ça vient, les renversements de phase, puisqu'ils sont tellement mal compris, disons, il y a un malentendu. Alors, la convention en EEG, comme tout le monde le sait très bien, c'est que quand on compare 2 électrodes, G1, G2, si la première est négative par rapport à la deuxième, la déflexion est en haut. Si la première est positive comparée à la deuxième, la déflexion est négative. Ça vient de là. Ça, c'est une convention, on n'y peut rien, c'est arbitraire, mais c'est comme ça. Alors, ce qui se passe quand on fait un montage bipolaire du genre A, B, B, C, D, E, comme ça, on compare là l'altitude de la montagne, et la montagne, c'est l'analogie au voltage. Donc, ça, c'est la montagne vue du sommet, de haut. Ça, c'est la montagne vue du côté. On compare l'altitude ou le voltage entre A et B, entre B et C, entre C et D, et entre D et E. C'est un montage bipolaire classique.
Et quand on compare B à C et C à D, il est clair que la direction du changement est inversée. Là, ça monte, là, ça descend. D'où le renversement de phase. C'est ça que ça veut dire, un renversement de phase. Alors ça, c'est le cas d'un renversement de phase parfait où l'électrode C est au sommet de la montagne ou du field, de voltage field. Voici ce qui se passe quand l'électrode C, par chance, n'est pas purement sur le sommet. Il n'en demeure pas moins que quand on compare A, B, B, C, C, D, D, E, à C, il y a un changement de direction. La seule différence, c'est que la différence d'altitude entre B et C est plus petite, d'où la petite déflexion, que la différence d'altitude entre C et D. Mais il y a quand même un inversement de phase à C qui indique que parmi les 5 électrodes, la plus haute ou le plus haut voltage est dans l'électrode C. Ça, c'est ce qui se passe quand les deux électrodes B et C sont à la même altitude ou au même niveau de voltage. C'est plat, isoélectrique, puisqu'ils sont à la même altitude. Rappelons-nous que dans un montage de EEG, on ne fait que comparer le voltage entre deux points. Donc, si les deux points sont au même voltage ou à la même altitude, c'est plat, c'est zéro. J'ai deux internes brillants qui ont récemment publié ces deux papiers avec un titre très humoristique, disons. Phasing out the fallacy of phase reversal, and the second one is reversing the myth of phase reversal. Deux papiers différents, mais sur le même thème. Et le thème, c'est de bien faire comprendre que les renversements de phase se voient dans toutes sortes d'ondes, c'est-à-dire des artefacts, des rythmes normaux, des benign variants, et toutes sortes de choses. Par exemple, dans cet article-là, on a quelques wicked spikes, on a ici un vertex wave dans le sommeil, on a ici un lateral rectus spike quand on bouge les yeux de manière latérale, et on a des électrodes, des artefacts comme ici, un artefact d'électrode, pop comme on dit, et ici des artefacts myogéniques ou musculaires. Donc, dans le deuxième papier, c'est la même chose. Un artefact extra-physiologique, ça c'est une mauvaise électrode. Un artefact physiologique, ça c'est un lateral rectus spike. Ça c'est un benign transient qu'on va peut-être appeler soit wicked, soit small sharp spike. Pareil ici. Et ça c'est une vertex wave dans le sommeil, phase 1 du sommeil. Donc, the point here, c'est que on voit des renversements de phase dans tout, que ce soit artefact, normal, normal variant, etc. Ça n'est pas du tout spécifique. Et ce qui est troublant, c'est que, et ça c'est dans cet article-là, voici des exemples, des extraits de compte rendu de EEG où il est clair que l'interpréteur, le neurologue qui lit le EEG, implies, il veut dire que s'il y a un phase reversal, ça veut dire epilepsy. Intermittent left temporal phase reversal at T3, T5, phase reversal complexes, frequent phase reversals, phase reversing sharp waves. Ils entendent dire avec ces comptes rendus que puisqu'il y a un renversement de phase, ça doit être une décharge épileptique, et ça c'est le plus gros mythe dans le domaine de l'EEG en ce qui concerne l'épilepsie. Donc les leçons de ces articles sont les suivantes en ce qui concerne les renversements de phase. Les renversements de phase n'indiquent pas du tout une anomalie. Pas du tout. Les ondes normales, comme je vous viens de montrer beaucoup d'exemples, les ondes normales, les artefacts ont des renversements de phase très fréquemment. Ils n'indiquent pas du tout que la décharge a une nature épileptogène. Les anomalies d'activité lente ont des renversements de phase. Ils n'ont donc, les renversements de phase, rien à voir avec normal ou anormal, ils n'ont rien à voir avec la nature de la décharge, qu'est-ce que c'est? Ils ont seulement à voir avec le site, la localisation de la décharge, où se trouve-t-elle? Et c'est tout. Et malheureusement, la plupart des neurologues qui lisent les EEG aux États-Unis, en moins, ont cette mauvaise conception des renversements de phase. En plus de ce problème, il y a un problème général ici aux États-Unis, et d'après ce que j'ai compris en parlant à des collègues un peu partout, c'est souvent similaire. Il y a un manque de formation et d'expérience en EEG. Ici aux États-Unis, par exemple, on peut devenir un neurologue après 4 ans d'internat sans avoir fait EEG. Ça n'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire, ce qui est absolument choquant.
En réalité, la plupart des programmes de formation, y compris le nôtre, on oblige les internes à faire 2 ou 3 mois d'EEG, mais ça n'est pas obligatoire par les autorités qui dictent le cursus de la formation en neurologie. Donc ça, c'est vraiment, ça demande à changer, mais ce n'est pas facile. Quand on n'a pas beaucoup d'expérience et de formation et qu'on doit interpréter un test, on est souvent un peu nerveux et on a tellement peur de rater des choses qu'on overread. C'est un cas classique. L'autre facteur, c'est ce qu'on appelle le préjugé dû à l'histoire de history bias, on appelle ça. Et c'est-à-dire que quand le neurologue qui interprète le EEG connaît l'histoire clinique et sait que le patient a eu une crise d'épilepsie ou est suspect d'avoir eu une crise d'épilepsie, on veut trouver une anormalité. C'est la nature humaine, ça. Je veux aider, je veux trouver une décharge anormale qui va aider. Et malheureusement, ça crée un préjugé, un bias, et on look too hard. On essaye de trouver quelque chose et souvent quelque chose qui n'y est pas. Donc, la solution à ça, et j'y reviendrai dans 2 minutes, c'est que dans les grands centres d'épilepsie, y compris celui de ma formation, la Cleveland Clinic, mais dans la plupart, on entraîne les internes en neurologie à interpréter le EEG sans regarder l'anamnèse, sans regarder l'histoire, sans regarder la question. Blindly. On décide sur le EEG sans savoir l'histoire. Une fois qu'on a décidé si le EEG est normal ou pas normal, et si pas normal, pourquoi, il y a une classification qu'on peut appliquer. Là, on regarde l'histoire et maintenant, on met les deux ensemble et on écrit une clinical correlation qui prend en compte l'histoire de la maladie et le résultat de l'EEG. Alors, pour ce qui concerne les décharges elles-mêmes, les décharges intercritiques sur l'EEG, voici quelques caractéristiques qui aident à distinguer les ondes normales et les pointes ou ondes aiguës comme, qui sont corrélées avec l'épilepsie. Le contour asymétrique, la phase ascendante et la phase descendante sont souvent asymétriques. La fréquence, ça c'est peut-être la plus importante. La fréquence, the frequency ou la durée de la décharge n'est pas la même que l'activité de fond qui la précède. Je vais vous montrer un exemple 2 tout de suite. Morphologie diphasique ou triphasique, une onde lente qui suit, c'est ce qu'on appelle ressortir de l'activité de fond ou perturber l'activité de fond. Ça embête l'activité de fond. Alors, voici un exemple. Comme je l'ai dit auparavant, la convention aux États-Unis, c'est left over right, donc ça c'est temporal gauche, temporal droit, et puis là il y a un truc que j'aime pas trop, et puis là central gauche et central droit. Enfin bref, il y a une onde aiguë qui clearly stand out, très haute amplitude, mais ce n'est pas l'amplitude absolue qui compte, c'est que ça ressort de l'activité de fond. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas une activité de fond de la même fréquence, c'est clairement une anomalie. Oui, il y a un renversement de phase d'ailleurs, mais comme on vient de discuter, ça veut dire que c'est simplement la localisation à F73. Et il y a l'onde lente après, c'est-à-dire que ça disturbe, ça embête l'activité de fond. C'est 2 sharp waves, il y en a 2 d'ailleurs, il y en a une là et une là. Par contraste, ça, c'est complètement normal et il s'agirait des benign transient in the temporal region dont j'ai parlé il y a quelques instants, ou wicked spike, on appellerait ça souvent wicked spike. Y a-t-il un renversement de phase? Oui, à l'électrode T3, c'est donc mid-temporal, that's the location. Mais vous voyez ce que je veux dire par la fréquence de cette onde, c'est la même fréquence que l'activité de fond. Pareil ici. Elle est un peu plus haute en amplitude, d'accord, mais la fréquence, la durée sont les mêmes que les ondes qui précèdent. C'est donc dans le contexte d'un rythme de fond. We would call that a wicked spike. Pareil ici, y a-t-il un renversement de phase? Oui, donc le maximum, le maximum négatif est à T3. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une onde pointue qui va indiquer un diagnostic d'épilepsie du lobe temporal gauche, ou est-ce qu'il s'agit de benign wicked spike? Et encore une fois, on peut voir que ça ne disturbe pas tellement l'activité de fond, et puis la fréquence, la durée de cette onde est la même que celle des ondes qui précèdent, c'est-à-dire du background de l'activité de fond. Pareil ici,
est-ce que ça embête l'activité de fond? Est-ce que ça dérange l'activité de fond? Est-ce que la fréquence est la même qu'avant et après? Oui. Il n'y a pas d'onde lente très prédominante après qui dérange vraiment l'activité de fond. Donc, on appellerait ça a wicked spike, benign, transient. Ou, comme je vous ai montré la terminologie des autres, onde apiculée du lobe temporal, fluctuation du rythme de base, etc., ou wicked spike. Mais en tout cas, ce n'est pas une onde indicative d'épilepsie. Pareil ici. Alors, quelquefois, c'est difficile. Est-ce que ça déforme? Est-ce que ça perturbe l'activité de fond ici? Peut-être un peu. Il y a une petite onde lente après. Mais la fréquence de cette onde est la même, exactement la même que les ondes avant dans l'activité de fond. Donc, on n'appellerait certainement pas ça une onde épileptique. Et il y a une très bonne règle qu'on enseigne à tous nos internes, c'est que si on se trouve à débattre et à discuter de cette onde pendant plus de 20 secondes, à décider si ça disturb the background, sharp, slow wave after, si ça va au-delà de 20-30 secondes, la règle, c'est de dire que c'est normal et de ne pas appliquer un diagnostic d'épilepsie en se basant sur ce genre de décharge bénigne. Alors ça ici, c'est un peu différent, c'est pareil, c'est left temporal, left central, right temporal, et il y a une augmentation de l'amplitude très focalisée à C3, et ça, c'est ce qu'on voit fréquemment dans les breech rhythm lorsqu'il y a un défect du crâne, un trou, ou une fracture, ou une opération, et ça donne une augmentation strictement d'amplitude dans la même région. Donc ça, c'est la région analogue à droite, ça c'est la région à gauche, et il y a une augmentation d'amplitude. Bon, là, c'est assez clair qu'il s'agit d'un breech rhythm, d'une asymétrie d'amplitude, et bien sûr, il ne faut pas catégoriser ceci comme des ondes épileptiques. Alors, il y a quelques autres curiosités qu'on a publiées, mais plutôt qui sont beaucoup moins fréquentes. 95% des erreurs de EEG dans le diagnostic d'épilepsie sont reliées aux anomalies temporales, ou pas anomalies d'ailleurs, aux variations normales du lobe temporal que je viens de vous montrer. Il y a d'autres curiosités. Là, il s'agit d'un harmonique, harmonic ou subharmonic. Donc, on a publié d'autres pièges, disons, mais c'est plutôt par curiosité académique. Ce n'est pas un grand nombre de patients, ça. Mais c'est toujours curieux et intéressant. Là, il s'agit d'un harmonique du rythme alpha. On peut voir que la fréquence du rythme alpha, si par exemple là c'est 10 Hertz, là ça va devenir la moitié, 5, et ça se chevauche et ça donne l'aspect d'une crise un petit peu électrographique, mais pas vraiment. Alors ça, c'est le premier thème, et on en reviendra aux questions, mais je veux passer 10 minutes sur deux ou trois autres thèmes importants en matière d'erreur, mais ça, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est le mauvais diagnostic d'épilepsie. Un autre sujet de controverse, c'est ce cas-là qui est très fréquent dans le milieu hospitalier. Alors, par exemple, un homme de 60 ans trouvé inconscient, on n'a aucune information sur ce qui s'est passé, on fait un EEG et on trouve ce genre d'anomalie. Qu'on appelle un pattern, periodic pattern. Ça dépend un peu de la classification qu'on utilise, mais il est clair qu'il y a un problème. 1 to 2 Hertz, periodic, triphasic, different words. Et la question, bien sûr, c'est, autre exemple, mais similaire, la question, c'est est-ce que ça, c'est un tracé encéphalopathique ou un tracé qui suggère un état de mal non convulsif? Et alors, jusqu'à présent, ce n'était pas commode. Et on est toujours un peu dans l'ambiguïté. Ça pourrait être par exemple insuffisance rénale terminale, insuffisance hépatique, dérangement métabolique important. Ça peut donner ce genre de tracé périodique. Mais ce genre de tracé périodique, ça peut aussi être une manifestation d'un état de mal non convulsif. Pareil pour là. Alors il y a maintenant, voici encore un cas, et c'est particulièrement un dilemme quand il s'agit d'une encéphalopathie après arrêt cardiaque, par exemple, dans ce genre de tracé. Et alors maintenant, il y a des critères, les critères de Salzburg pour le non-convulsive status epilepticus, état de mal non convulsif. Et grâce à ces critères, il y a, disons, un consensus raisonnable pour dire qu'il s'agit d'un état de mal non convulsif, definite, c'est-à-dire certain, ou possible au moins, avec ces critères. Et le plus important des critères, qui est maintenant largement accepté, c'est
la fréquence de ces periodic discharges avec une limite de 2.5 Hz, 2 Hz et demi. Alors, si on retourne à là, avec ces critères-là, ça ne serait pas particulièrement suggestif d'un état de mal non convulsif, et ça non plus, car ça c'est à la limite un petit peu, car là on est à 2 Hz, disons, 2 Hz, maybe. Alors, bien sûr, comme tout, le 2.5, c'est un peu arbitraire, et il y a d'autres critères, RDA, Rhythmic Delta Activity, 0.5 to 4 Hz, and one of the following. So, pour dire qu'il y a des crises, il faut qu'il y ait une évolution, c'est-à-dire un changement dans la distribution, la morphologie, etc. Ou subtle clinical ictal phenomenon, par exemple, myoclonie des yeux, de la face, des membres, quelque chose de clinique, et bien sûr le critère de la réponse aux médicaments antiépileptiques par voie intraveineuse. Ça, c'est la catégorie definite non-convulsive, et ensuite il y a possible, et encore une fois, là par contre c'est moins de 2.5 Hz for the epileptic discharge, mais là il faut vraiment une réponse aux antiépileptiques par voie intraveineuse, ou au moins une fluctuation si ce n'est pas une evolution. Donc, the point here is, on a maintenant quelques critères, et c'est toujours en évolution d'ailleurs ces critères, pour décider de ce qui suggère un état de mal non convulsif et ce qui ne le suggère pas. Avec cette étude du Lancet en 2016, il s'avère que les critères de Salzburg sont, reliable, high diagnostic accuracy and excellent inter-rater agreement. In other words, l'accord entre plusieurs neurologues qui lisent les mêmes tracés est très bon. Donc, ça aide à avoir moins de variabilité entre les interpréteurs de l'EEG. Les critères que je viens de vous montrer datent quand même de 2012, publiés dans the American Clinical Neurophysiology Society Journal, the Journal of Clinical Neurophysiology. Et ils viennent d'être mis à jour, et la mise à jour de 2021 est sur le point d'être publiée. Elle est actuellement d'ailleurs postée, je pense, pour les commentaires online. Ce n'est pas très différent de ce que je viens de vous montrer, mais il y a quelques évolutions, et en particulier, la définition de décharges qui sont à la limite entre intercritique et critique, et ils appellent ça, on a appelé ça the interictal continuum, ou interictal ictal continuum. Ce sont donc des décharges qui sont ni franchement intercritiques, ni franchement critiques, et qui sont dans une zone grise entre les deux, et qu'il faut interpréter avec le contexte clinique et un bon jugement. C'est très intéressant. Et je vous invite à aller consulter sur le site de l'ACNS, American Clinical Neurophysiology Society. Je crois bien que la mise à jour de 2021 est actuellement postée pour recevoir des commentaires et des suggestions. Mais ce n'est pas très différent de la version 2012. L'important, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire les Salzburg Criteria et la limite de 2.5 Hz, 2 Hz and a half, 2 Hz et demi. Je mélange. Mais en gardant à l'esprit qu'il y a quand même une zone grise, et ça n'est pas complètement clair et arbitraire. Alors, quelques autres situations importantes. Comme vous le savez bien, la clé du diagnostic d'épilepsie et de crise épileptique, c'est la surveillance EEG vidéo. Malheureusement, même dans les pays comme les États-Unis, où c'est très étendu, pratiquement tous les hôpitaux de taille moyenne ont une unité de EEG vidéo maintenant. Pas seulement les centres académiques, universitaires, mais quelques hôpitaux avec 2 neurologues, hôpitaux de la communauté, ont une unité de EEG vidéo. Ça vient du fait que toutes les machines de EEG maintenant ont une vidéo et sont, digitales, numérisées. Et malgré ça, le délai diagnostique des crises psychogènes continue à être entre 7 et 10 ans, ce qui veut dire que le monitoring EEG vidéo n'est pas assez utilisé. Il n'y a aucune raison que ce diagnostic, qui peut être fait en général facilement dans une unité de EEG vidéo, prenne 7 à 10 ans en moyenne. Et le deuxième point important, c'est que, pour la même raison,
le délai à la chirurgie d'épilepsie, il y avait 2 études, une c'est la nôtre d'ailleurs, où le délai entre le début des crises et la chirurgie résective successful, avec succès, est entre 15 et 18 ans. Ça a été renouvelé. Il y a d'autres études récemment qui montrent le même délai. Ce qui veut dire, parce qu'aux États-Unis, ça n'est pas une question de disponibilité, comme je l'ai dit auparavant. Tous les centres, même de taille moyenne, ont un centre d'EEG vidéo, un centre d'épilepsie. Eh bien, le délai à la chirurgie continue à être de 15 à 18 ans, ce qui est complètement inacceptable et qui veut dire que malgré sa disponibilité, ça n'est pas assez utilisé. C'est-à-dire que les neurologues généraux attendent trop longtemps avant d'envoyer un patient avec des crises réfractaires pour qu'il ait finalement un EEG vidéo et s'apercevoir après 7 ou 10 ans qu'il s'agit de crise psychogène ou s'apercevoir après 15 ans qu'il s'agit d'un cas très clair d'épilepsie mésio-temporale qui devrait être traité par chirurgie. Un autre thème riche en controverses, c'est l'utilisation des EEG d'urgence, ou comme on dit ici, STAT et EEG, donc c'est l'EEG d'urgence. Et EEG d'urgence, ça veut dire qu'il est non seulement enregistré de façon urgente, mais aussi interprété par le neurologue de façon urgente, ce qui veut dire que le technicien doit être présent et que le neurologue doit être disponible. Grâce à la technologie actuelle, nous, les neurologues, n'avons pas besoin d'être là en personne, car on peut, comme vous le savez, consulter tous les EEG de façon remote. Donc, il n'y a plus l'excuse de devoir retourner à l'hôpital pour aller voir un EEG. L'indication numéro 1 est pratiquement la seule indication légitime d'un EEG d'urgence, c'est pour éliminer l'état de mal non évident ou non convulsif, comme on le disait avant. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir une suspicion raisonnable que le patient se trouve dans un état épileptique, état de mal épileptique non convulsif. Tous les patients qui sont comateux dans un hôpital ne justifient pas un EEG d'urgence, car bien souvent, il est évident sur des données cliniques et l'examen de la raison pour laquelle ils sont dans un coma. Il s'agit d'un coma partiellement ou complètement inexpliqué. Alors là, oui, c'est l'indication de faire un EEG pour déterminer si le patient est en état de mal non convulsif. Un exemple qui ne devrait pas justifier un EEG d'urgence, c'est la mort cérébrale, pour plusieurs raisons. D'abord, ici aux États-Unis, l'EEG n'est pas nécessaire au diagnostic de mort cérébrale, c'est un diagnostic clinique. C'est un élément qui apporte un autre argument, donc il peut être utile, mais il n'est pas absolument obligatoire. Et il n'y a aucune raison pour cela que ça soit de manière urgente, ça peut se faire le lendemain matin, un EEG pour confirmer un diagnostic clinique de mort cérébrale. Voici quelques indications où l'EEG d'urgence, à mon avis, n'est jamais justifié. Le patient est en train de voir une convulsion maintenant. L'EEG n'ajoute rien. Il s'agit d'un problème de traitement ici et non pas d'un problème d'EEG. Le patient vient d'avoir une crise, donc il faut un EEG immédiatement. Pas du tout. Plus de 90% des malades qui ont une crise récupèrent totalement si on les laisse tranquilles. Donc, le fait d'avoir une crise maintenant ne justifie pas un EEG immédiat. Plus tard, oui, absolument, mais ça n'est pas du tout urgent. Et puis, my favorite, we are waiting on the EEG to discharge the patient. That is nonsense. Ça ne devrait jamais se passer, mais malheureusement, quelquefois, les médecins agissent comme des enfants gâtés et demandent absolument demandent un EEG avant d'envoyer de laisser sortir le patient de l'hôpital, et ça ne se justifie pratiquement jamais. Je montre ça parce que, pour faire encore insister sur le point que this is the ACGME, c'est-à-dire c'est l'organisation qui nous donne des régulations à comment faire la formation en neurologie pour les residencies, c'est-à-dire les internats en neurologie. Et jusqu'à présent, l'EEG n'est toujours pas obligatoire, ce qui est absolument choquant. J'ai mentionné ça et discuté dans certains articles, mais ça ne changera sans doute pas. Mais il est absolument remarquable que la formation en EEG ne soit pas obligatoire pendant un internat de neurologie. Comme je l'ai dit avant, dans la pratique,
pratiquement tous les centres comme le nôtre obligent, nous, dans notre programme d'internat, c'est obligatoire d'avoir 2 ou 3 mois d'EEG, mais ça n'est pas obligatoire par les autorités de ACGME. Et donc, en théorie, et quelquefois ça arrive, on peut finir toute une formation en neurologie sans avoir fait, ou pratiquement sans avoir fait d'EEG. Et bien sûr, les autres spécialités qui ne sont pas neurologues, les médecines internes, les cardiologues, les pédiatres, pensent à juste titre que tout neurologue sait interpréter un EEG, de la même façon que nous, qui ne sommes pas cardiologues, nous sommes convaincus que tout cardiologue sait lire un ECG. Et d'ailleurs, c'est le cas. Mais pour nous, en neurologie, ça n'est pas le cas. Et c'est absolument choquant. Il y a des guidelines en EEG, mais elles sont absolument inutiles. Quantitative EEG, 1997 et 2003. Ça vient d'être republié, ça, ou ça va être republié, Quantitative EEG, le EEG quantitatif, par the ACNS, la même organisation que j'ai mentionnée avant, the American Clinical Neurophysiology Society. Et il va y avoir une nouvelle guidelines, pas AAN, mais ACNS, sur Quantitative EEG. And then EEG and the evaluation of headache, c'est une perte de temps complète. Ça n'a aucun rôle, ou très peu, pour aider dans les maux de tête. Au lieu de gaspiller leur temps à faire des guidelines sur l'EEG pour les maux de tête, the American Academy of Neurology devrait plutôt faire des guidelines sur training in EEG, la formation en EEG et sur l'interprétation des EEG. Alors, quelques solutions aux problèmes dont je viens de me lamenter pendant 3 quarts d'heure. Une formation obligatoire en EEG, comme je l'ai dit, pour l'instant, ça n'existe pas. Interprétation confirmatoire, alors ça, c'est intéressant. Pour les cardiologues, nous savons que tout médecin peut lire un ECG, en gros, c'est-à-dire un médecin d'urgence dans la salle des urgences, un médecin interne, un pédiatre savent lire des EEG. Mais il y a un système, je crois en France aussi, mais en tout cas aux États-Unis, si le médecin interniste ou le pédiatre ou le médecin de la salle d'urgence lit un EEG, le EEG va à un moment être interprété de manière confirmatoire par un cardiologue. Et le compte-rendu officiel sera écrit par un cardiologue. Et c'est ça qui serait bien pour les EEG, c'est-à-dire que ça peut être lu, interprété par tout neurologue pour s'occuper du patient de manière immédiate, mais plus tard, à un moment, le rapport, le compte-rendu final devrait être tamponné et approuvé par un spécialiste en EEG. Et tout ça pour éviter les erreurs dont je viens de parler pendant 45 minutes. Malheureusement, ça n'est pas prêt de se passer. Et malheureusement, ou heureusement, le public et les non-neurologues ne sont pas au courant que tout neurologue aux États-Unis n'est pas forcément compétent pour lire un EEG. Sur le plan individuel, j'ai déjà mentionné ces mesures. Dans le doute, quand on reçoit un EEG dont le compte-rendu dit épilepsie, mais que l'histoire ne colle pas, eh bien, il faut obtenir le tracé en question, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Il faut obtenir un CD. Ça ne marche pas forcément dans notre système, etc. Donc, c'est compliqué. Il faut interpréter de façon conservatrice, c'est-à-dire, dans le doute, l'EEG est normal. Si je passe plus de 2 minutes à discuter avec mes internes, et là, il est comme ci, il est comme ça standard, sharp, not sharp, after going slow, disrupt, not… Et si la discussion continue, dans le doute, il faut faire l'erreur que c'est normal et de le traiter comme une variante normale. Le contexte, bien sûr, est très important. Nous sommes des cliniciens. Le diagnostic d'épilepsie est un diagnostic clinique et l'EEG est un outil très utile, surtout le EEG vidéo, avec les enregistrements de crises et d'épisodes variés, mais il faut toujours mettre l'EEG dans le contexte du tableau clinique. Le diagnostic, donc, ne repose pas uniquement sur l'EEG. Et je vais mentionner ça tout à l'heure aussi, il faut classifier l'EEG sans connaître l'histoire de la maladie. C'est un peu difficile à faire au début, mais c'est la manière saine d'interpréter un EEG, c'est-à-dire je vais décider sur cet EEG, normal ou anormal. Si c'est anormal, on dit pourquoi en utilisant plusieurs classifications, il y en a plusieurs, mais on make up his mind, c'est-à-dire qu'on décide et c'est fini, on a décidé sur l'EEG et maintenant et seulement maintenant, je vais lire l'histoire de la maladie et mettre les deux ensemble et les combiner, les accorder pour écrire
la conclusion de l'EEG. Donc, pour terminer, et j'espère qu'on a le temps d'avoir des questions. Oui, il est exactement 1h45 chez moi. Diagnostic erroné d'épilepsie est fréquent et c'est en gros 30 à 40% de ce qu'on fait dans un centre d'épilepsie. Le diagnostic de ce qui a été mal diagnostiqué pour une épilepsie, en général, ce sont des crises psychogènes ou de syncope. Et ça, c'est un sujet à part que je serais ravi d'aborder un autre jour. La plupart je parle des États-Unis ici, la plupart des EEG sont interprétés par des neurologues généraux qui n'ont pas de formation adéquate. La plupart savent quand même lire un peu les EEG, mais il y en a qui ne savent pas du tout. Et la formation et les qualifications en EEG devraient être améliorées par les académies pour lesquelles nous travaillons. Voici mon adresse email, merci beaucoup. Je vais arrêter de partager mon écran, mais mon email est là pour être partagé. Si vous voulez quelques-uns des articles dont j'ai parlé, feel free to ask me. Merci beaucoup et j'attends les questions ou les commentaires d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur Bendadis, pour cet excellent exposé. C'était vraiment très enrichissant, très didactique. Merci infiniment. Il y a quelques questions qui ont été posées par les participants. Alors, parlez bien, parce que par moment, j'ai du mal à vous entendre. D'accord. Il y a docteur Dargan, donc du Maroc, qui s'intéresse beaucoup aux troubles psychiatriques et l'EEG. Donc, il vous demande, est-il nécessaire de pratiquer des EEG chez un patient atteint de schizophrénie? Alors, la réponse courte, c'est non, à mon avis, sauf s'il y a un doute que quelques-uns des symptômes qui apparaissent schizophréniques ou psychotiques pourraient être de nature épileptique. Donc, en fait, non, je ne devrais pas dire non. Oui, mais un minimum. C'est-à-dire que oui, avant de traiter un malade pour une schizophrénie ou d'ailleurs toute maladie psychiatrique, il serait bon de faire au moins un EEG de routine pour s'assurer qu'on ne rate pas une épilepsie très active. Mais je n'irai pas jusqu'à aller faire un EEG vidéo, par exemple, sauf si le patient a des crises suspectes. Mais d'une manière générale, non. L'EEG ne va pas aider au diagnostic des désordres psychotiques, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas un composant épileptique, disons. So, oui, un minimum. Au minimum, un EEG de routine. D'accord. Et qu'en est-il pour les accès maniaques? Pareil. Pareil, d'accord. Il y a Dr Bouchal de Tunisie qui vous remercie pour cette excellente conférence et qui vous demande si les pointes temporales physiologiques au cours de la veille persistent et deviennent assez fréquentes pendant le sommeil dans la même localisation. Est-ce qu'elles auraient une valeur pathologique? Seulement si elles rencontrent les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles ressortent de l'activité de fond, perturbent l'activité de fond avec une onde lente qui suit et qu'elles sont d'une fréquence différente de l'activité de fond. Donc, le bénéfice du doute, c'est que non, elles sont bénignes, mais il faut vraiment montrer qu'elles sont disruptives. Et alors, à ce moment-là, oui, elles peuvent avoir une valeur. À ce moment-là, on les appelle ondes épileptiques et ondes pointues et pointe-ondes, etc., etc. Professeur Tricky vous remercie beaucoup pour cette belle présentation et elle vous demande quel est le temps nécessaire à votre avis pour pouvoir interpréter l'EEG. D'après votre expérience, combien faut-il de temps pour que l'on puisse finalement certifier qu'une personne sait lire un EEG? Ben, c'est une question un peu compliquée, ça. Je suis d'accord. Disons que pour l'instant, on s'en tient aux EEG de routine, c'est-à-dire je ne parle pas des crises et des vidéos et des EEG prolongés avec vidéo, ambulatoires, etc., etc. Pour ce qui est d'un EEG de routine, ce n'est pas tellement une question de temps, mais plutôt de volume. Par exemple, dans notre hôpital, qui est un hôpital à 1000 lits, un hôpital académique à 1000 lits, un mois dans notre centre, d'ailleurs j'ai souvent des étudiants qui viennent un peu d'ailleurs, de l'étranger, passer un mois ou deux, même un mois je dirais, à lire tous les EEG de routine, vu qu'on en fait 10 ou 20 par jour, au bout d'un mois, à mon avis, au moins pour se limiter aux EEG de routine, c'est suffisant. Après, ça se complique s'il s'agit de EEG vidéo, prolongés, avec des crises et des mimiques de crise, etc., etc. Mais
si la question se réfère à des EEG de routine, moi, je dirais, bon, ben, disons un mois, ça fait 300 EEG de routine, supervisés par un expert en EEG, ça suffit. Donc, c'est une question de volume. D'accord. Il y a docteur Hasbini qui vous demande en fait quel est l'âge minimum pour voir les wicked spikes. Ah, bonne question. Parce que les wicked spikes, souvent dans la littérature, ils disent que c'est plus adulte. Mais je dirais adolescent, au moins adolescent, young adolescents, disons 10 ou 12 ans. Mais c'est surtout les adultes, effectivement. Bonne question. Une dernière question, en fait. Au fait, pour l'EEG, après une première crise épileptique, en fait, on dit que l'EEG de 24 heures, dans les premières 24 heures après la crise, va augmenter la sensibilité de l'EEG. Alors que là, vous avez dit quand même, il n'y a pas d'indication à un EEG en urgence. Dans les premières 24 heures, est-ce qu'on appelle ça urgence ou pas? Très, très bonne question et je savais qu'elle allait venir d'ailleurs. Eh bien, l'auteur de la question a tout à fait raison. Le plus tôt, c'est le mieux en matière d'augmenter le résultat, enfin les chances de capturer des décharges épileptiques, est absolument tout à fait vrai. Mais à mon avis, mais ça n'est qu'une opinion, ça ne constitue pas une urgence médicale. C'est-à-dire que si un malade a une crise à 2 heures du matin, je ne vais absolument pas demander à mon technologue, à mon technicien EEG de venir de chez elle à 3 heures du matin simplement parce que je veux increase the yield of the EEG. To me, emergency, urgent, stat, ça veut dire c'est médicalement une urgence, pas pour rendre le test plus de valeur, disons. Mais la question est bonne. Si c'est à 2 heures de l'après-midi, oui, je préfère qu'il soit fait tout de suite, mais ce n'est pas une urgence médicale. Oh, le lendemain matin. Oui, moi, je préfère même demain matin. Voilà. Donc, encore une autre question, en fait, c'est docteur Free qui vous demande si après 2 crises certaines et un EEG intercritique normal, est-ce qu'il faut refaire l'EEG à plusieurs reprises? Très bonne question. La littérature classique nous dit que, en général, avec un malade qui a une épilepsie, le premier EEG donne des résultats épileptiques dans à peu près 30 à 40% des cas. Si on en fait un deuxième, ça va peut-être à 50-60, un troisième 70-80, etc. Mais maintenant, on a une meilleure option que ça. D'ailleurs, on vient de publier un article dans Epileptic Disorders que je voudrais partager. C'est le rôle, ça s'appelle le rôle de l'EEG pour diagnostic d'épilepsie, et je discute un peu ça. Au lieu de répéter des EEG de routine, maintenant, en 2020, ce qui est mieux, c'est après un EEG de routine, de faire un EEG ambulatoire pour 24 ou 48 heures, ce qui est équivalent à une centaine de EEG de routine. Et ça, ça augmente bien sûr les chances de capturer des décharges épileptiques. D'accord. Alors, on a encore une autre question. Au fait, on vous demande pour un neuropédiatre, est-ce que l'EEG vidéo est obligatoire ou on peut se suffire chez l'enfant d'un EEG standard avec 19 canaux et de faire en ambulatoire? C'était quoi la première partie de la question? Qu'est-ce qui est suffisant? Pour un neuropédiatre, donc en fait, finalement, en neuropédiatrie, est-ce qu'un EEG vidéo est obligatoire à acquérir ou bien est-ce qu'un EEG standard peut suffire à 19 canaux? Non, l'EEG vidéo n'est jamais obligatoire pour aucun patient. Ça dépend du but qu'on a, ça dépend de pourquoi on fait un EEG. Si c'est un EEG simplement pour capturer des anomalies intercritiques, un EEG de routine, c'est très bien. Si l'EEG de routine est négatif, comme je viens de le dire dans la question précédente, je préconise un EEG ambulatoire de 24 heures à 48 heures. Ça fait une tonne de samples, des échantillons, pour capturer des décharges intercliniques. L'EEG vidéo, ça devient important si le but, c'est de capturer un épisode clinique. Alors là, oui, il faut faire vidéo. Et d'ailleurs, ça se fait à l'hôpital ou en ambulatoire. Mais le rôle de la vidéo, c'est vraiment s'il s'agit de capturer une crise ou un épisode qui ressemble à une crise. D'accord. Merci beaucoup. Il reste encore une question, en fait. On vous demande, est-ce qu'il est nécessaire de standardiser les paramètres d'enregistrement de l'EEG, tels que le gain, la vitesse, ou de garder cela à l'échelle personnelle? Donc, chacun a ses propres façons de lire. Non, il y a des standards
il y a surtout des standards pour enregistrer le tracé. Après, pour interpréter et lire le tracé, ça varie un peu plus et ça s'ajuste. Et avec of course, avec les machines numérisées, maintenant, c'est très facile de changer les filtres, le gain, la sensibilité, etc. Il y a quand même des minimums avec les filtres, le gain et tout ça, mais ça s'individualise. Donc, les deux, il faut individualiser, mais il y a quand même des normes de base. D'accord. Merci infiniment. Il y a Dr Friki qui vous dit que pour elle, personnellement, elle préconise pour l'enfant en milieu pédiatrique de plutôt faire un EEG vidéo et ensuite d'effacer la vidéo parce qu'au fait, on peut être surpris par ce qu'on peut trouver. En fin de compte. Souvent, les parents passent à côté de manifestations qui sont très subtiles et donc c'est l'EEG vidéo qui va permettre de bien mettre en évidence ces manifestations-là. Pas de désaccord majeur. Et puis, de toute façon, toutes les machines EEG maintenant ont une vidéo, donc ça ne coûte rien. Et en fait, elle a tout à fait raison. Même quand on fait des EEG de routine, maintenant, la vidéo est allumée, elle est là. Si on capture quelque chose, tant mieux. Exactement. Merci. Merci infiniment. C'était beaucoup de plaisir de vous écouter. Eh bien, merci beaucoup. Désolé que mon français balbutie un peu dans le français technique, mais parce que je n'ai pas l'habitude de parler de ceci en français, mais c'est un plaisir et il faut que je m'entraîne, donc n'hésitez pas à recommencer. Oh, ce sera avec grand plaisir. Hein. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Cicéline, pour cette excellente présentation. Je pense qu'on va passer maintenant à la deuxième présentation sur l'apport de l'EEG dans les épilepsies génétiques de l'enfant. Et donc, nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Dr Anna Kamiska, qui est neuropédiatre, chef de service de l'unité de neurophysiologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Elle est aussi consultante assistante en neurologie pédiatrique, chercheur à l'INSERM U 1141 à l'Université Paris Diderot, et aussi elle mène des travaux de recherche en clinique en termes d'épilepsie et de l'EEG du nouveau-né. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de l'écouter puisqu'elle va nous parler des patterns EEG dans les épilepsies génétiques chez l'enfant. Donc, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs du webinaire éducatif sur l'épilepsie de m'avoir invité à vous parler des patterns EEG dans les épilepsies génétiques chez l'enfant. J'illustrerai cette présentation avec des cas cliniques d'épilepsie débutant dans la période néonatale et dans la première année de vie. Vous pouvez déjà évoquer le diagnostic en début de chaque cas clinique et je vous fournirai quelques références pour approfondir le sujet. Il s'agit d'un nouveau-né de 2 jours qui n'a pas d'antécédents familiaux particuliers, avec une grossesse et accouchement normaux. Dès la naissance, il a une hypotonie et une détresse respiratoire pour lesquelles il est intubé, et de nombreuses trémulations, des mouvements anormaux pour lesquels il reçoit un traitement antiépileptique. Ici son EEG vidéo à J10. Vous voyez ici 8 dérivations, 4 droites, 4 gauches, avec 9 électrodes et 3 dérivations transverses, cœur et respiration et électromyogramme au niveau des deltoïdes. Vous voyez qu'il présente une crise clonique avec des clonies asynchrones des 4 membres sur l'EEG, des pointes-ondes rythmiques, puis une brève phase post-critique avec un tracé très pauvre, hypovolté. Puis il va redémarrer des crises sous forme de spasmes et encore donc des crises cloniques. Ces crises sont subintrantes, réalisant un état de mal qui ne répondent pas au Gardénal et au Rivotril. Donc là encore une phase clonique, de nouveau une brève phase post-critique. Et il redémarre avec une salve de spasmes très rapprochée.
Voici les différents aspects EEG que nous avons vus pendant la phase de sursaut qui étaient des spasmes très rapprochés. Pendant la phase clonique, où on a ces pointes ondulantes rythmiques, delta, la phase post-critique et un bout de tracé intercritique chez cet enfant. Cet enfant a finalement répondu à un traitement par la pyridoxine et un déficit en antichitine a été retrouvé comme étiologie de cette épilepsie à début néonatal pharmacorésistante. Alors les patterns EEG évocateurs sont ces ondes lentes pointantes delta rythmiques bilatérales s'accompagnant comme la de clonie et le tracé de suppression burst avec ici des myoclonies ou des spasmes contemporains de ces bouffées de pointantes et entrecoupés de tracés hypovoltés. Dans le spectre des épilepsies pyridoxino-dépendantes, il y a des formes typiques avec un début en période néonatale, avec des crises pharmacorésistantes, tonico-cloniques, spasmes, myoclonies, des crises toniques. Ces enfants présentent une bonne réponse à la pyridoxine, ils rechutent en cas d'arrêt du traitement et sont de nouveau en rémission à la reprise du traitement et le EEG est évocateur. À côté de ces formes typiques, il y a des formes atypiques par un début plus tardif, une possible réponse partielle aux antiépileptiques et une réponse tardive à la vitamine B6 et d'autres troubles associés que des troubles neurologiques, des troubles multisystémiques, hydroélectrolytiques, troubles endocriniens. En effet, le phosphate de pyridoxal intervient dans de nombreuses voie enzymatique et peut être responsable d'autres atteintes qu'une atteinte strictement neurologique. La cause génétique la plus fréquente de ces épilepsies pyridoxine-indépendantes est le déficit en antichitine, un enzyme sur la voie de la lysine dont le déficit entraîne une accumulation de métabolites qui réalise un complexe avec le phosphate de pyridoxal, la forme active de la pyridoxine, et ce phosphate de pyridoxal est finalement inactivé. À côté du déficit en antichitine, d'autres déficits enzymatiques ont été décrits qui aboutissent au déficit en pyridoxal phosphate soit par défaut de production, soit par inactivation, par des mécanismes similaires que ceux du déficit en antichitine. Vous avez ici une revue récente qui récapitule ces différentes atteintes enzymatiques et leurs mutations génétiques qui aboutissent au tableau de déficit en pyridoxal phosphate, la forme active de la pyridoxine. Sur cet EEG vidéo très ancien, analogique, vous voyez la très importante hyperexcitabilité de cet enfant avec déficit en pyridoxine. L'enfant présente des trémulations permanentes, de très nombreuses myoclonies. Et sur le EEG, on devine des pointes ondulantes très amples. Après l'administration de pyridoxine, l'enfant arrête les trémulations et les myoclonies et son EEG est nettement moins ample, il n'y a plus de pointes ondes. Donc l'effet immédiat de l'injection de pyridoxine IV, mais qui n'est pas recommandé en dehors d'une réanimation, puisque ces injections peuvent entraîner des apnées très sévères et des arrêts cardiaques. Donc plutôt une administration de pyridoxine péros. Ici commence un autre cas clinique avec un petit garçon sans antécédents particuliers, grossesse, accouchement normaux, qui débute dès J2, des crises stéréotypées
que vous allez voir là, qui débute par un accès tonique avec une prise de posture asymétrique, une extension du membre supérieur gauche, déviation de la tête à gauche. Et vous voyez sur le G un aplatissement du tracé, puis des pointes lentes très amples dans la région frontale gauche, pendant que l'enfant garde sa posture tonique, asymétrique. Puis sur le G, ces ondes lentes s'enrichissent en activité θ, alpha rythmique, prédominante à gauche. Le même enfant fait des crises identiques mais contralatérales. On voit ici un aplatissement du tracé assez diffus. Cette fois, il y a une rotation de la tête vers la droite, extension du membre supérieur droit et une activité d'onde delta rythmique, pointe-onde, lente, rythmique, prédominant sur l'hémisphère droit. Donc c'est une crise similaire à la précédente, mais contralatérale. Voici le tracé intercritique de cet enfant. C'est un tracé de sommeil avec un aspect alternant. Donc le sommeil calme, et on observe de nombreuses ondes θ aiguës pendant les bouffées de ce tracé alternant. Voici le tracé critique des deux crises que nous venons de voir. Les crises débutent au moment du début de la prise de posture avec un aplatissement qui est diffus, qui semble ici prédominer à droite, suivi de ces ondes aiguës très amples, rythmiques, pointe-ondes, prédominant en frontal droit, suivi d'une activité alpha-θ rythmique. La deuxième crise débute de façon similaire, mais de façon contralatérale, encore une fois avec un aplatissement, puis ces ondes aiguës, delta rythmique, puis une activité plus rapide. Ici encore une autre, troisième crise. Vous voyez que le déroulement de ces crises est tout à fait stéréotypé. Donc vous avez probablement reconnu des crises, des convulsions néonatales familiales bénignes, qui est la première épilepsie d'origine génétique qui a été décrite avec une mutation des sous-unités du canal potassique, KCNQ2. Elles ont une sémiologie typique et stéréotypée, ces crises. Elles sont focales avec une phase tonique initiale. Il y a cette hypertonie initiale diffuse, symétrique ou asymétrique, avec souvent une apnée, cyanose, suivie de clonie unilatérale ou bilatérale, symétrique ou non, parfois s'accompagnant d'un arrêt d'activité sans clonie et des signes végétatifs, des manifestations oculofaciales sans mouvement clonique sont aussi possibles. Ces crises sont relativement brèves, moins de 2 minutes, mais peuvent être très fréquentes, jusqu'à 30 par jour. Dans les convulsions néonatales familiales bénignes, le jet interictal présente des anomalies modérées ou absentes. Elles sont non spécifiques. Il a été décrit l'aspect de tracé θ pointu alternant qui ressemble à ce qu'on a vu pour cet enfant, défini par une activité θ dominante sur un tracé alternant ou discontinu, non réactif, avec des ondes θ aiguës et souvent une asynergie interhémisphérique. On a du mal à déterminer l'âge gestationnel sur le G. Cet aspect est présent pendant le sommeil agité et le sommeil calme, mais n'est pas spécifique de ce syndrome. Le G ictal est aussi caractéristique, comme ce que nous avons déjà vu. Le début des crises est caractérisé par un aplatissement diffus ou unilatéral du tracé pendant la phase tonique ou apnéique, suivi par ces ondes lentes delta aiguës très amples, bilatérales ou focales, rythmiques, mêlées à des ondes aiguës θ ou alpha, frontales, temporales ou centrales. Voici un autre cas clinique avec un enfant qui présente des crises similaires à celles chez l'enfant précédent, débutant par une prise de posture tonique asymétrique,
extension des membres supérieurs, rotation de la tête, pendant que vous voyez un aplatissement diffus sur le tracé. Puis ensuite vont apparaître des rythmes alpha et θ et des ondes lentes rythmiques diffuses. Et la crise va durer environ 2 minutes. Contrairement à l'enfant précédent, l'examen de cet enfant entre les crises n'est pas normal. Il est hypotonique, il a un mauvais contact oculaire et son EEG intercritique est aussi très altéré. Il n'y a pas de figure physiologique. On trouve ce type de tracé qui semble alternant, voire un peu discontinu, dans le sommeil calme et sommeil agité, qui est d'ailleurs difficile à différencier. On observe de nombreuses pointes lentes multifocales et une importante asynergie interhémisphérique. Voici le G critique où on retrouve pendant la phase tonique, qu'on voit bien ici sur l'EMG des deltoïdes, un aplatissement diffus du tracé, puis cette séquence d'ondes lentes delta surimposée de rythme alpha diffus. Cet enfant présente également une mutation KCNQ2, mais son tableau clinique et son aspect EEG est plus évocateur d'une encéphalopathie épileptique et développementale. Vous voyez ici sur la droite son EEG qui est très altéré avec des pointes lentes multifocales et un tracé asynergique, comparé à celui de l'enfant précédent avec convulsion néonatale familiale bénigne qui est nettement moins altérée. Cet enfant présente une mutation KCNQ2 de novo. Chez ces enfants, les caractéristiques électrocliniques précoces sont similaires à celles des convulsions néonatales familiales bénignes, mais le pronostic neurologique est moins bon. Ici, dans cette série qui rapporte 71 enfants avec mutation KCNQ2 de novo, 22% ont un tableau d'encéphalopathie épileptique précoce, avec donc un tableau initial similaire à celui des convulsions néonatales familiales bénignes, mais un EEG interictal plus pathologique, avec des pointes multifocales, un tracé de suppression burst, comme vous voyez ici des exemples sur la droite. Parmi ces enfants, quasiment tous ont une déficience cognitive, 30% un retard psychomoteur, malgré une rémission de l'épilepsie qui n'est pas rare. Donc en résumé, ces épilepsies en rapport avec une mutation KCNQ2 ont donc des formes de convulsions néonatales familiales bénignes avec une histoire familiale, une transmission autosomique dominante, début de crise chez un nouveau-né qui a un examen neurologique normal, par un orage de crise tonique, avec un tracé interictal subnormal, avec un aspect souvent θ pointu alternant. Les crises cèdent avant l'âge de 3 mois le plus souvent, mais une rechute est possible après l'âge de 6 mois. Le développement psychomoteur est normal. Attention, il y a des cas de convulsions néonatales familiales bénignes ou des mutations KCNQ3 ou SCN2A ont été trouvées occasionnellement. Dans l'encéphalopathie épileptique précoce, il n'y a pas d'histoire familiale, il s'agit de mutations KCNQ2 de novo. Là aussi, l'épilepsie débute par un orage de crise tonique. L'examen neurologique de l'enfant n'est pas normal, le plus souvent entre ces crises. L'EEG est nettement plus altéré, avec des pointes multifocales ou un pattern suppression burst, ou un tracé très discontinu. Le pronostic neurologique est sévère, même si les crises cessent dans environ 50% des cas. Le tracé évolue alors vers l'hypsarythmie, ou des pointes multifocales asynchrones, ou un ralentissement diffus. Voici un autre cas clinique, un enfant de 3 semaines sans antécédents familiaux,
une grossesse et accouchement normaux. Le bébé était eutrophique à la naissance. Il a présenté des mouvements anormaux rapportés par les parents dès la période néonatale et à 3 semaines, une majoration de ces mouvements avec arrêt d'activité, accès tonique, prise de posture de brève durée, des mouvements oculaires anormaux, plusieurs par jour. L'examen neurologique était normal en dehors d'une discrète hypertonie périphérique. Son tracé dans le sommeil à 3 semaines n'est pas normal, avec une asynergie marquée, des ondes aiguës multifocales et pointes bilatérales. À 3 semaines, les crises sont fréquentes, malgré un traitement par phénobarbital et une vitaminothérapie. Il y a une suspicion de maladie métabolique, mais les examens reviennent normaux. Il est ensuite hospitalisé à l'âge de 6 semaines. Les crises persistent malgré une majoration de traitement par la phénitoïne IV. Il y a aussi une instauration du phosphate de pyridoxal avec un effet transitoire. Puis l'évolution sera marquée par la persistance de crise et un important retard du développement psychomoteur avec une hypotonie. Voici une brève crise tonique enregistrée à l'âge de 2 mois. Vous voyez ici l'aplatissement diffus du tracé contemporain de cet accès tonique enregistré sur l'EMG des deltoïdes. Le tracé intercritique reste très altéré avec des ondes lentes, des pointes multifocales et une absence d'organisation physiologique. Ici le G vidéo d'une crise enregistrée à l'âge de 6 mois. On retrouve le tracé intercritique très pathologique, l'accès tonique avec extension des membres et un cri, un aplatissement diffus du tracé, beaucoup d'artefacts d'EMG avec une phase très tonique, d'écartement. On a ici une crise enregistrée à l'âge de 6 mois. On retrouve un tracé intercritique lent, mal organisé. La crise va débuter par une brève phase tonique, asymétrique, contemporaine de cet aplatissement diffus du tracé. Vous voyez la contraction des deltoïdes. Puis on observe une activité θ rythmique bilatérale prédominant en postérieur à droite, puis une activité de rythme alpha postérieur gauche, pendant que se poursuit aussi une activité θ postérieure droite. Puis là, on a une activité très rapide alpha postérieure droite et un peu moins rapide θ postérieure gauche. Là, la crise semble bilatérale dans les régions postérieures. Et elle va se terminer à droite pendant qu'elle se poursuit avec cette activité alpha-θ rythmique postérieure gauche. Cliniquement, on n'a pas de manifestation évidente visible sur la vidéo et la crise s'arrête ici à gauche dans la région postérieure. Vous avez probablement reconnu l'épilepsie focale à crise migrante qui a été décrit dans les années 90 avec ce pattern EEG tout à fait caractéristique et unique marqué par des décharges critiques longtemps localisées, monomorphes, alpha-θ, pouvant durer plusieurs minutes avant de se terminer ou diffuser ou apparaître au niveau d'un autre territoire sur le même hémisphère ou l'hémisphère contralatéral. On a l'impression que d'autres décharges critiques débutent avant que la précédente ne se termine, avec un aspect qui semble aléatoire dans la propagation de ces décharges et n'ayant pas de pattern de propagation habituel dans une épilepsie avec crise focale. Parfois, en début de ces épilepsies, les crises peuvent rester longtemps monofocales, laissant suspecter une lésion focale et orientant parfois vers un bilan préchirurgical.
Ici, une autre série rapportée qui décrit différents modes de début de ces épilepsies à crise focale migrante, notamment un certain nombre d'enfants qui présentent des crises motrices focales, tantôt droite, tantôt gauche, avant qu'on apparaissent les crises migrantes à proprement parler. Donc c'est un mode de début qui ressemble à celui de notre patient qui a présenté ces crises focales motrices, tantôt droite, tantôt gauche, au début, avant l'apparition du pattern typique de crise focale migrante. Ici, dans cette étude, les auteurs ont essayé, grâce à des techniques de quantification et d'analyse de cohérence, de mieux caractériser ce pattern de crise migrante. Et ils ont montré que ces crises se déroulaient avec une fréquence assez stable, autour de 4 à 10 Hz. Les décharges débutant le plus souvent dans les régions temporo-occipitales, que ce pattern de migration n'était pas aléatoire, mais était assez reproductible chez un même enfant et suivait des voies de propagation finalement classiques. L'étude a aussi mis en évidence certains marqueurs EEG caractéristiques de ces crises migrantes. Chez notre patient, l'analyse d'un panel de gènes responsables d'épilepsie a montré une mutation dans le gène du canal KCNT1, une mutation hétérozygote de novo, responsable d'un gain de fonction de ce canal. Ici est représentée la protéine du canal KCNT1 avec en bleu différents points d'impact des différentes mutations. En bleu, ce sont des mutations qui donnent un tableau d'épilepsie avec crise focale migrante. En bleu et rouge, ces mutations peuvent donner soit un tableau d'épilepsie focale migrante, soit épilepsie frontale autosomique dominante. Et bleu-orange, un tableau soit d'épilepsie avec crise focale migrante, soit un syndrome de West. Donc, vous voyez une importante variabilité phénotypique en fonction du type de mutation et de l'impact sur la fonction de ce canal avec un gain ou une perte de fonction. Ici, voici le G vidéo d'une petite fille qui, après une grossesse à accouchement sans particularité, présente à l'âge de 2 mois une hypotonie importante, pas de contact oculaire, des épisodes des clonies des paupières, arrêt d'activité, déviation de la tête, clonie des 4 membres, apnée. Le bilan métabolique et l'imagerie sont normaux. Vous voyez, la crise a déjà débuté par une activité alpha-theta rythmique postérieure gauche, pendant que cliniquement on ne voit rien de particulier. Cette activité diffuse dans la région centrale gauche et commence à changer de fréquence avec des ondes delta puis theta de plus en plus amples et bilatérales, pendant que l'enfant va commencer à présenter des clonies au niveau des 4 membres, prédominant à droite. Ici, les points d'onde rythmiques prédominent à gauche. Il existe une généralisation secondaire sous forme clonique de cette crise. Donc ça, c'est une forme de crise qu'elle a présentée. Ici, une autre crise chez la même petite fille, mais à l'âge de 6 mois, qui est un EEG critique en 9 extraits de 20 secondes d'une crise qui va durer 12 minutes, qui débute par une activité rythmique de la bande alpha et theta initialement gauche, migrant secondairement et se terminant à droite, avec un pattern absolument typique de crise focale migrante. Chez cette petite fille, l'étude sur le panel de gènes responsables d'épilepsie a montré une mutation SCN8A
qui est une cause rare, mais décrite comme pouvant être retrouvée dans l'épilepsie avec crise focale migrante. Vous avez ici un tableau des différentes mutations retrouvées dans une cohorte d'enfants avec crise focale migrante. Les plus fréquentes sont des mutations du canal potassique KCNT1, mais on peut retrouver également des mutations SCN1A et autres, notamment dans le canal sodique, responsable des patterns de crise focale migrante. Ici, une autre étude récente rapportant les différentes mutations retrouvées chez une grande cohorte d'enfants avec des crises focales migrantes. On retrouve une prédominance de mutations dans le gène du canal KCNT1, mais également dans le canal sodique SCN2A. Une grande partie d'enfants pour lesquels aucune mutation n'a été retrouvée, et de nombreuses autres mutations avec une fréquence moindre dans différents types de canaux. Donc finalement, on s'aperçoit qu'un tableau électroclinique, qu'un pattern ou des patterns EEG, icto, intericto peuvent être en lien avec différentes mutations génétiques impliquant des gènes différents, et à l'inverse, une mutation génétique impliquant un gène particulier peut donner des tableaux électrocliniques tout à fait différents. C'est très bien illustré par cette étude concernant le canal sodique SCN2A, où les auteurs ont montré que ces mutations différentes peuvent donner 3 groupes différents de tableaux, avec des épilepsies à début précoce avant l'âge de 3 mois, avec des phénotypes tout à fait variés, comme des convulsions néonatales familiales bénignes, un syndrome d'Ohtahara, une épilepsie avec des crises focales migrantes ou des encéphalopathies épileptiques non classées. Et ces tableaux sont en lien avec des mutations faux sens entraînant un gain de fonction du canal, et la sévérité est en lien avec les degrés de ce gain de fonction. Un autre groupe avec des épilepsies à début plus tardif, après l'âge de 3 mois, à type de syndrome de West, syndrome de Lennox-Gastaut, voire des syndromes à type épilepsie avec des crises myoclonales ou syndrome de pointe continue du sommeil. Il s'agit de mutations entraînant une perte de fonction avec des protéines tronquées et une perte de fonction de ce canal. D'autres groupes où il n'y a peu ou pas d'épilepsie, le tableau est essentiellement celui d'un retard mental. Il s'agit de mutations entraînant une perte de fonction et des protéines tronquées. Donc, en conclusion, il existe des patterns EEG qui orientent vers une étiologie génétique de l'épilepsie, au sens modification d'un canal ou d'un récepteur. Un tableau électroclinique, c'est mieux qu'un pattern EEG, puisqu'un pattern EEG sorti de son contexte clinique n'a pas de sens. Donc, un pattern électroclinique donné peut se voir avec des mutations au niveau de gènes différents, et à l'inverse, une mutation génétique donnée peut donner des tableaux électrocliniques différents. Et c'est finalement tout un groupe de gènes ou mutations qui peuvent donner un tableau électroclinique similaire. Et finalement, il semble que c'est la modification de la fonction, perte ou gain d'un canal ou d'un récepteur qui va déterminer un pattern électroclinique. Donc finalement, un pattern EEG, un tableau électroclinique donné, va bien orienter vers une étiologie génétique, mais surtout conforter l'intérêt d'une analyse de panel de gènes responsables de l'épilepsie. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie mes collègues pour
ce diaporama et des EEG vidéo, et évidemment aux techniciens et aux parents grâce auxquels j'ai pu vous montrer ces enregistrements EEG vidéo. Merci beaucoup, Anna, pour cette excellente présentation et ce survol des différentes épilepsies génétiques de l'enfant avec leur pattern EEG. Donc, en attendant les questions, moi, j'ai déjà des questions et des interrogations. Vous avez montré d'excellents... Juste pour répondre, bonjour Fatma, et désolée un petit peu pour cette présentation figée, mais j'avais un peu peur qu'il y ait des problèmes de réseau, donc je l'ai pré-enregistré, donc je pense que je ne le referai pas parce que c'est un peu figé. Et je voulais juste remarquer que le thème de la présentation, c'était des aspects EEG dans les épilepsies génétiques, et j'ai choisi de parler de la période néonatale. Bien sûr, je n'ai pas présenté tout le tableau, parce qu'il n'y avait pas assez de temps, mais il y a aussi des patterns chez les enfants, les adolescents, etc. Donc là, c'était plutôt focalisé sur quelques patterns de la période néonatale qui permettent sur l'EEG d'orienter vers une origine génétique, tout en sachant que les crises en période néonatale, dans plus de 95% des cas, ne sont pas d'origine génétique, mais sont occasionnelles, en rapport avec des problèmes périnataux comme l'encéphalopathie anoxo-ischémique, etc. Donc, il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans quelque chose de très spécialisé, que c'est moins de 5% de crises néonatales, mais quand elles surviennent comme ça, sans cause, sans étiologie, on va dire périnatale, occasionnelle, il y a certains patterns qui peuvent orienter vers des causes génétiques. Voilà, notamment la pyridoxinodépendance, qui est quand même un pattern à connaître parce que c'est une des épilepsies à début néonatal très grave et qui peut très rapidement se soigner. Bah effectivement, oui, on est d'accord que c'est pas tous les enfants en période néonatale auront des maladies génétiques, mais comme vous venez de l'expliquer, il y a parfois un traitement derrière qu'on peut proposer pour ces enfants. Bon, je commence par une interrogation parce que vous avez montré le pattern EEG dans les mutations du gène K5Q2 et l'épilepsie migrante qui est parfois, on n'a pas vraiment ce pattern typiquement migrant. Est-ce qu'il y a une astuce pour faire la part au début? Parce que on a quelques malades dans le service où on dit tiens, on a l'impression que c'est migrant, mais c'est pas vraiment migrant. Ça ressemble un peu aux crises néonatales. Est-ce qu'il y a des éléments d'orientation sur l'EEG entre ces deux entités? Alors, il y a d'abord des éléments d'orientation clinique, parce que l'épilepsie avec une mutation KCNQ2, c'est vraiment un début néonatal, souvent dès la première semaine, dans les 2 premières semaines, ce qui est rare pour des crises focales migrantes, qui débutent en général plus tard. Il y a quelques formes néonatales, mais c'est plutôt vers 2-3 mois pour les crises focales migrantes. Et c'est vrai que pour les crises migrantes, elles évoluent très souvent par état de mal, hein, c'est-à-dire il y a des phases calmes pendant 2 mois et puis ensuite un état de mal en général réfractaire, et c'est là où il faut enregistrer ces enfants, c'est-à-dire on arrive à attraper, on va dire, une crise migrante dans une phase d'état de mal où il y a beaucoup de crises. Et nous aussi, on a souvent du mal. Très souvent, en début, on se demande est-ce que c'est une épilepsie à crise focale migrante ou pas, parce qu'on n'a pas un pattern typique. D'ailleurs, comme chez cet enfant que j'ai montré, qui avait surtout des crises motrices toniques, sans pattern vraiment migrant typique, ben, il a fallu plusieurs mois et un enregistrement de longue durée en phase aiguë pour avoir un maximum de crises. Et c'est là où on arrive à trouver le pattern. Mais bon, il y a déjà des éléments d'orientation vers une étiologie génétique et qui va nous faire décider de faire un panel de gènes. Oui, oui, effectivement, il y a l'histoire, il y a l'âge, il y a aussi peut-être le GNTL critique aussi qui va nous aider si on n'arrive pas à enregistrer une crise typique. Il y a une question par Dr Nouhad Gamoudi qui est électrophysiologiste.
Est-ce que les nouveau-nés ayant présenté des crises néonatales bénignes sont exposés à présenter une épilepsie antérieurement? Elle veut dire plutôt par la suite. Oui, il y a un certain nombre d'enfants qui rechutent sous forme d'épilepsie relativement bénigne, mais on va dire dans moins de 30% des cas. Mais il peut y avoir des rechutes, mais les épilepsies ne sont pas sévères, hein, ils sont plutôt pharmacosensibles. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Madame Tiquet dit que c'est une excellente présentation. Elle vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations ou vous avez d'autres remarques à ajouter. Comme je l'ai dit, j'ai présenté quelques cas de la période néonatale. Après, bien sûr, pour les épilepsies génétiques, qui orientent vers des mutations spécifiques ou des atteintes chromosomiques, comme par exemple chez l'enfant, le chromosome 20 en anneau, etc., le syndrome d'Angelman, ou la maladie de Vivo, par exemple, les anomalies en transporteur de glucose. Il y a d'autres patterns évocateurs, mais ça sera peut-être l'occasion pour un autre topo, puisqu'il y a beaucoup d'exemples. Hein. C'est juste quelques cas de la période néonatale, mais qui peuvent être très, très, très utiles. Ce que j'ai à ajouter, quand un enfant fait beaucoup de crises, comme c'est le cas dans les convulsions néonatales familiales bénignes ou l'encéphalopathie KCNQ2, c'est vraiment le moment où il faut enregistrer l'enfant en EEG vidéo longue durée. Parce qu'on a l'aspect critique, intercritique, et c'est là où un EEG vidéo de longue durée est très rentable, hein, puisqu'on peut enregistrer beaucoup de crises. Oui. Il y a une question. Est-ce que vous avez des épilepsies auto-immunes chez l'enfant? Est-ce qu'il existe des épilepsies auto-immunes chez l'enfant? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme les encéphalites à anticorps anti-NMDA, et ça peut donner un tableau, mais c'est souvent un tableau d'encéphalite hein, qui est au premier plan. Il y a aussi certains cas d'encéphalite anticorps antithyroglobulines. Il y a également, certaines fois, j'ai eu un cas d'un enfant avec un diabète de type 1 qui avait aussi des anticorps anti-GAD avec des crises temporales. Donc, il y a certains contextes, mais chez l'enfant plus encéphalytique, on va dire, avec d'autres signes que ceux de l'épilepsie pure, comme troubles du comportement, modification plus globale que uniquement une épilepsie, qui oriente vers une étiologie auto-immune. Oui, c'est rare quand même, mais on en voit. Est-ce que dans ces épilepsies auto-immunes, il y a un pattern spécifique à l'EEG ou est-ce qu'il y a plus d'activité lente par rapport à une épilepsie classique? Est-ce que l'EEG peut aider? On n'a pas l'expérience des épilepsies auto-immunes. Bon, on a un seul. Encore une fois, auto-immune qui s'exprime uniquement par l'épilepsie, c'est quand même très rare. Très rare, oui. Et lorsque c'est un tableau plutôt encéphalitique, là, on a un tableau d'encéphalite, en plus avec très souvent des modifications beaucoup plus importantes du comportement, un tableau psychiatrique, des mouvements anormaux, comme l'encéphalite à anticorps anti-NMDA. On ne voit pas beaucoup d'encéphalite temporale auto-immune comme chez l'adulte, hein, les encéphalites limbiques auto-immunes. On n'en voit pas beaucoup. Il y a le syndrome de Fayers, le fameux syndrome avec un état de mal en contexte fébrile, mais dans celui-là, très souvent, on n'arrive pas à mettre en évidence d'anticorps et le traitement immunosuppresseur ne fonctionne pas. Donc, épilepsie isolée sans autres troubles associés, c'est extrêmement rare. Mais il faut à ce moment-là se méfier d'un contexte auto-immun comme le diabète, par exemple. Alors, Dr. Trick vous pose la question, en recherche génétique,
Quelle est votre conduite? Est-ce que vous utilisez les panels en première intention dans ces cas-là ou vous commencez par l'étude des gènes dans les cas de KCNQ2, le KCNT1 ou vous avez déjà un panel pour les épilepsies génétiques néonatales? Alors, comme je vous ai montré que initialement, quand toutes ces épilepsies génétiques sont apparues, enfin, on a commencé à les décrire il y a 15-20 ans, on pensait qu'il va y avoir une bonne corrélation génotype-phénotype. En fait, il y a une certaine orientation vers un gène spécifique, mais comme vous voyez, par exemple, des crises focales migrantes, les plus belles que j'ai vues, c'est celles chez la petite fille avec la mutation du canal sodique et pas la mutation du canal potassique. Donc, on va dire qu'il y a des patterns qui orientent vers une cause génétique, mais ce n'est pas la peine de perdre son temps à chercher un gène spécifique parce qu'on a quand même au moins 50% de risque de se tromper. Donc, il vaut mieux demander d'emblée un panel et aller large. Ça va être beaucoup plus rentable dans notre expérience. Lorsqu'on a comme ça une épilepsie sans étiologie évidente qui débute et avec ces patterns-là, on trouve une mutation dans 20 à 30% des cas. Donc, c'est quand même assez rentable. Il y a Sihem qui pose la question, est-ce que les mouvements anormaux orientent spécifiquement vers une épilepsie génétique en particulier? Parce que vous avez montré des enfants avec des histoires de mouvements anormaux. C'est-à-dire, là, dans les exemples que j'ai montrés, on est plutôt dans des crises. C'est des mouvements d'origine épileptique. Il y a certaines épilepsies qui arrivent dans un contexte de manifestation paroxystique non épileptique, comme par exemple dans l'hémiplégie alternante, qui est aussi d'origine génétique et qui peut donner en même temps des accès d'hémiplégie ou d'accès tonique hémicorporel alternants qui ne sont pas épileptiques et qui peuvent aussi développer des crises en plus de ces mouvements anormaux. Donc, oui, il y a certaines causes génétiques qui peuvent donner les deux, comme par exemple aussi certaines épilepsies focales bénignes qui peuvent donner des phénomènes de dyskinésie paroxystique chez l'enfant plus tardivement. Donc, il y a des formes tout à fait qui associent en même temps des crises épileptiques et des manifestations non épileptiques. Il y a Wafa aussi qui vous remercie pour cette excellente conférence et elle se pose la question, est-ce que il y a des patterns EEG à la période néonatale, le suppression burst, est-ce qu'il y a des différences sur le plan génétique? C'est-à-dire, avec le suppression burst, est-ce qu'on peut s'orienter un peu plus oui, alors comme pour ces autres gènes, on a quand même un intérêt à faire un panel, sauf dans des situations où on a, par exemple, un hémisuppression burst ou dans le suppression burst, des anomalies focales surajoutées, où là, ça oriente plutôt vers un syndrome d'Ohtahara et une cause malformative de ce tableau de suppression burst. Mais un suppression burst, on va dire classique, bilatéral, symétrique, sans anomalie à l'IRM, sans anomalie focale surajoutée ou sans asynergie, oriente plutôt vers une cause génétique, comme par exemple les mutations STBPX, MUNC18, etc. Mais aussi KCNQ2. Donc là aussi, un tableau de suppression burst, il y a jusqu'à 30% de mutations génétiques retrouvées dans ces tableaux-là. L'asymétrie du tracé, anomalie focale surajoutée, asynergie, là, ça va orienter vers une cause malformative qui peut elle aussi être d'origine génétique, comme une hémimégalencéphalie par exemple, ou un syndrome d'écardie avec une agénésie du corps calleux, des anomalies rétiniennes, etc. On peut aussi avoir un tracé de suppression burst dans ces tableaux-là. Il y a Dr Jmel qui est pédiatre et qui veut savoir
dans la péridoccinodépendance, mais je pense que vous avez répondu à cette question. Est-ce que la réponse à la vitamine B6 elle est constante pour tous les malades? Alors, elle peut être retardée. Il y a des formes atypiques où on a besoin de plusieurs jours, voire même quelques semaines. Donc, il faut savoir patienter. Habituellement, la réponse est assez rapide. Nous, on donne plutôt la pyridoxine péros pour les raisons que j'expliquais de risque d'apnée, etc. Ça peut être mal toléré et si l'enfant n'est pas hospitalisé en réanimation, mais la réponse peut être retardée de plusieurs jours, oui. Il y a des formes atypiques avec une réponse partielle aux antiépileptiques et des formes qui répondent tardivement au traitement péros. Donc, il faut là aussi essayer de chercher les autres causes génétiques que celles du déficit en antichitine, où là, la réponse à la pyridoxine est en général rapide. Et aussi, ça peut être le déficit en phosphate de pyridoxal. Donc, il faut savoir donner le phosphate de pyridoxal s'il n'y a pas de réponse à la pyridoxine. Mais il n'y a pas de cas de rechute après une réponse initiale, parce que je pense que c'est ça sa question. Elle a un enfant qui a bien évolué au début et après non. Donc, est-ce que... Et qui a ensuite rechuté malgré la poursuite du traitement. Apparemment, elle n'a pas bien expliqué, mais... Alors, peut-être qu'il faut chercher d'autres causes que le déficit en antichitine. Et là, je conseille de lire donc ce papier qui récapitule les différentes étiologies du déficit en phosphate de pyridoxal qui peuvent donner des formes un petit peu atypiques. Un instant, s'il vous plaît. Pardon. Alors, il y a aussi une autre question. Quel est le syndrome épileptique le plus fréquent chez le nouveau-né en dehors des crises occasionnelles? Bon, ça dépend du centre et de son recrutement, je pense. Quel est le syndrome le plus fréquent? Alors, donc, moi, je dirais que celui que, enfin, nous, dans un centre tertiaire, dans les formes génétiques, c'est plutôt le KCNQ2 qu'on verrait dans ces formes néonatales familiales, mais parfois même sans antécédents familiaux. Il peut y avoir des formes bénignes. On a aussi des duplications, par exemple, qui peuvent emporter le gène, des délétions, pardon, qui peuvent emporter le gène KCNQ2, qui peuvent donner des formes assez bénignes. Je dirais que c'est plutôt le KCNQ2 qui serait le plus fréquent, soit dans sa forme bénigne ou dans sa forme encéphalopathie. Ouais. Il y a une question aussi par Dr Abdelnader, je pense pédiatre. Quel intérêt d'associer l'acide folinique et la biotine dans les cas de pyridoxinodépendance? Alors, dans la pyridoxinodépendance, ce n'est pas utile. C'est dans les cas lorsqu'on suspecte une vitaminodépendance, hein, parce que ce n'est pas uniquement la pyridoxine. Alors, pour l'acide folinique, on sait maintenant que c'est des formes de pyridoxinodépendance qui répondent à cet acide. Je ne sais plus exactement dans quelle voie métabolique, mais ça fait partie de ces déficits en phosphate de pyridoxal. Et le déficit en biotine, c'est biotinidase, c'est encore une autre maladie métabolique rare où on peut avoir une réponse à la biotine. Donc, lorsqu'on suspecte en fait une vitaminodépendance avant d'avoir l'étiologie spécifique, on peut donner un cocktail vitaminique. Et nous, on associe effectivement pyridoxine, biotine, acide folinique. Oui, effectivement, il faut cibler les épilepsies sensibles au traitement en attendant la réponse. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Je pense que voilà, on vous remercie encore une autre fois pour, Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, pour cette excellente présentation. Donc, il y a beaucoup de remerciements là sur les messages. Voilà, et j'espère on se rencontre dans une autre occasion et partager encore votre expérience pour l'EEG dans l'épilepsie de l'enfant.
Avec plaisir. Vous pouvez communiquer aussi mon mail aux participants s'ils veulent des documents ou un PDF ou quelque chose. Ça sera avec plaisir. Merci. Ciao, Merci. ciao.